Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors pour introduire cette émission, nous allons consacrer quelques minutes à la contribution que vous avez apportée à l'ouvrage collectif intitulé « Enraciner la démocratie en Afrique », point d'interrogation, parole d'intellectuel et non de diplômé, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une différence entre intellectuel et grand diplômé. Alors, c'était un exercice très enrichissant. Oui. Qui a été initié par deux universitaires très engagés, Oui. à qui je rends d'ailleurs hommage ce matin parce qu'ils font partie des rares universitaires. Roger Folikwe et Marie Skouachi, qui ne sont plus à présenter effectivement. Qui sont très engagés, qui s'expriment beaucoup, qui écrivent, qui font de la pédagogie, qui font de la sensibilisation, et qui sont très préoccupés par les questions de droits humains, de démocratie, de liberté dans la cité, dans notre espace commun. Donc, ils ont pris l'initiative heureuse de rassembler quelques intellectuels, quelques personnalités, et ils ont demandé à chacun de contribuer sur un chapitre d'un livre dont le titre est « Enraciner la démocratie en Afrique » avec un grand point d'interrogation. Voilà. Alors, monsieur Olympio, nous allons doucement aller dérouler cette émission. Alors, vous êtes le seul politique parmi ces 11 contributeurs. Comment expliquez-vous, d'abord, comment va accueillir le choix qui a été porté sur vous, et comment l'expliquez-vous? Je pense que à un moment donné, on dépasse un peu la classification des gens dans des cases. On met des gens dans des cases. Parfois, les problématiques transcendent un peu ces classifications. Et moi, je fais beaucoup de réflexions sur la vie de notre pays, sur la vie de notre espace sous-régional et dans le monde. Et je communique régulièrement sur les fruits de mes réflexions. Et je pense que ça ne laisse pas toujours indifférent parce que il y a une certaine pertinence dans ce qui est dit et des gens apprécient ce que je publie. D'accord? Donc, je pense que c'est à ce titre qu'ils ont estimé que ma contribution pouvait enrichir d'une certaine façon l'initiative qu'ils ont prise et j'en ai été heureux. Et j'en ai aussi été satisfait parce que le travail a été très riche, porté par des gens de profils très différents. Il y a des universitaires, c'est vrai, il y a des hommes de culture, c'est aussi vrai, il y a des chefs d'entreprise. C'est un aréopage varié, donc ce n'est pas une lecture, je dirais, d'un profil déterminé de personnes. Non, c'était très varié, oui. Et c'est ça qui fait la richesse de ce livre-là. Voilà. Avant d'aborder votre contribution, dites-moi, d'où vous est venu cet amour pour l'écriture? Parce que, comme tout à l'heure vous l'avez dit, vous produisez beaucoup de tests, notamment sur l'actualité politique. Alors, d'où vous est venu cet amour pour l'écriture? Parce que vous écrivez énormément. Oui, c'est vrai que l'écriture, c'est une forme d'expression qui permet de garder une trace de ses réflexions. Voilà. Et quand on écrit, on partage le fruit de ses réflexions et on le partage dans la durée. Ce n'est pas comme l'expression orale qui disparaît. Donc, j'ai toujours écrit depuis ma tendre enfance. J'ai toujours aimé lire. Je lis énormément, je lis considérablement, je lis tout, absolument tout. Et donc, surtout à un moment où dans notre pays, en tant qu'acteur politique, notre espace civique est restreint, il y a moins de possibilités de s'exprimer avec la population, il y a moins de possibilités de partager avec les autres sans que on ne soit l'objet de répression. Donc je me suis dit, les partis politiques n'ayant plus l'espace requis pour s'exprimer librement, eh bien, on ne va pas m'empêcher d'écrire. Alors, je mets mes réflexions sur papier et je partage avec ceux qui veulent bien lire. Voilà. Alors, le titre, pourquoi cette interrogation? Enraciner la démocratie en Afrique. C'est comme si, est-ce à dire que c'est impossible, on en doute? Pourquoi cette interrogation?
Alors, ça, c'est le choix des C'est initiateurs. vrai que la question aurait dû être posée à Roger Folikwe, mais ayant contribué, la compréhension que j'ai eue aussi, c'est que il n'y a pas d'affirmation, d'une part, parce que c'est déjà une question de savoir est-ce que nous avons eu la démocratie avant de l'enraciner. Voilà. Donc, le point d'interrogation s'exprime tout à fait quand on sait que dans la plupart de nos pays, particulièrement dans notre sous-région, la démocratie qui est arrivée en 1990, eh bien, elle n'a jamais véritablement été mise en application, si ce n'est dans quelques pays où l'expérience a été un peu plus riche. En tout cas, dans beaucoup de pays, très vite, on a recommencé à reculer et à perdre des acquis de la démocratie. Donc, finalement, aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont déçus de la démocratie et j'entends des jeunes dire que la démocratie est un concept importé et qu'il ne serait pas adapté à l'Afrique. Donc, la place de ce point d'interrogation est tout à fait justifiée dans le contexte dans lequel nous vivons. Oui. Alors, justement, vous avez rappelé dans l'introduction de votre texte le discours de la Baule de François Mitterrand et qu'il y ait l'aide au développement, à la démocratisation. Avec le recul aujourd'hui, diriez-vous qu'il était sincère ou bien plutôt opportuniste, le président Mitterrand à l'époque? D'abord, je dirais qu'il a pris le train en marche parce que les mouvements qui se battaient déjà pour la démocratie se faisaient déjà dès les années 80 au plus fort de la dictature et des partis uniques. Il y avait des partis clandestins, il y avait des associations qui œuvraient dans la clandestinité pour lutter pour plus de liberté. Donc, il y a eu cela et ensuite, vers la fin des années 80, il faut aussi noter que le président Reagan à l'époque commençait déjà à s'exprimer sur la nécessité d'aider les pays à se démocratiser davantage. Et je me souviens qu'il avait tenu un discours très important lors d'une visite qu'il avait effectuée à Londres au Royaume-Uni, où il mettait en avant la nécessité pour le monde libre de promouvoir la démocratie. Et ça, c'était bien avant, je crois que c'était en 89 ou 88, quelque chose comme ça. C'était bien avant, en tout cas, le discours de la Baule. Donc, le président Mitterrand a pris en marche un train qui a été lancé aussi par les Américains, mais surtout sur le terrain en Afrique, qui était déjà, je dirais, un train qui avait démarré où les Africains se battaient pour plus de liberté, pour sortir du parti unique et pour sortir un peu du parti-État. Oui. D'accord ? Donc, il a pris ce train-là en marche. Mais, étant donné que c'est l'ancien pays colonisateur, et en tout cas pour les pays francophones, eh bien, les gens qui se battaient pour la démocratie et les droits humains ont pris son discours comme un encouragement à leur lutte. D'accord ? Et il y a eu tout un enthousiasme autour de ce discours qui est devenu une référence. Sauf que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il y a eu un second discours de François Mitterrand, le même, et cela s'est passé un an plus tard, c'est-à-dire en 1991, lors du sommet de la francophonie, cette fois-ci à Paris, et le président Mitterrand disait en gros que chaque pays, parlant des pays africains, chaque pays avancerait à son rythme. L'essentiel était d'avoir engagé le processus de démocratisation. Et il a tout gâté. Et là, je pense que l'enthousiasme qui était perçu au départ s'est complètement émoussé. Oui. Et au contraire, ce sont les autocrates qui étaient en place dans les pays unis qui se sont dit, bon, ok, aujourd'hui, on nous a dit que nous ne devons pas être pressés, oui, et on pouvait prendre tout notre temps. Si ça s'éternisait aussi ad vitam aeternam, nous sommes dans le processus, donc on n'a plus rien à nous reprocher. Oui, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce discours-là qui contredisait le premier de François Mitterrand? Est-ce que c'est la pression des présidents africains ou bien qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je pense qu'il n'y a pas... Parce que c'est pas innocent, hein, c'est pas un hasard. Oui, je pense qu'il y a naturellement cette pression-là, mais je crois aussi que l'on s'est rendu compte que un certain nombre de choses pouvaient échapper avec la démocratie naissant et se mettant en place. Un certain nombre de prérogatives et de latitudes pouvaient être
pouvaient leur échapper. Donc, il fallait recadrer avec la pression des chefs d'État, etc. Donc, finalement, on a connu ce recul-là. Et ce recul fait qu'aujourd'hui, moi, je suis très malheureux parfois d'entendre des anciens chefs d'État africains, de notre espace CEDEAO d'ailleurs, d'anciens chefs d'État dire que la démocratie n'est pas une bonne chose pour les pays africains. Moi, la seule chose que je dis, peu importe qu'on l'appelle démocratie ou qu'on l'appelle autrement, il y a un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs universelles. Ce sont des valeurs de liberté. Ce sont les valeurs d'état de droit, les valeurs de droits individuels, de droits fondamentaux. Tout cela, tous les humains aspirent à jouir de ces droits-là. Oui. Donc, Monsieur Olepio, tout à l'heure vous l'avez effleuré, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que la démocratie, ou du moins le processus de démocratisation, est en recul sur le continent. Et parlant du Togo, par exemple, vous avez déclaré, je vous cite, le pouvoir est sorti du processus de démocratisation pour s'inscrire dans celui d'autocratisation. Il faut encore inverser les choses pour reprendre le chemin de l'état de droit et du respect de la vérité des urnes. Fin de citation. Alors, d'après vous, comment l'Afrique en est-elle arrivée là? Parce que c'est pas seulement le Togo, c'est un peu partout, surtout dans les pays francophones. Alors, comment en est-on arrivé là et que faire aujourd'hui? Et prêtez-moi l'expression pour enraciner la démocratie en Afrique. Ben, pas seulement au Togo, mais surtout au Togo. Surtout au Togo. Pourquoi? Quand on regarde notre espace CEDEAO, le Togo est le seul pays qui est resté figé, où pratiquement rien n'a changé, et que les acquis que nous avions eus précédemment ont été retirés les uns après les autres. Au point où nous sommes le seul pays finalement, parmi les 15 pays de la CEDEAO, quand on était 15, en tout cas tous les pays de la CEDEAO, le Togo est le seul pays qui n'a pas expérimenté une alternance à la tête de l'État. D'accord? Donc, ça, c'est un point de cristallisation pour les Togolais, un point d'amertume pour les Togolais. Seconde chose, il faut aussi noter que le Togo a été aussi le pays qui a initié en Afrique de l'Ouest la succession dynastique. On ne l'avait jamais connu. C'est au Togo que cela s'est produit. C'est le Togo qui a réussi, si je puis dire, le troisième mandat, a effectué un troisième mandat. C'est le Togo qui l'a véritablement mis en place, même si d'autres l'ont essayé avant. Je pense au président Tandja du Niger qui l'a essayé, mais qui s'est fait balayer. Mais c'est le Togo qui l'a concrétisé. Et après, ça s'est répandu. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu en Guinée. Alors, pourquoi tout cela? Je pense que les politiques qui ont été menées depuis les années 60 ont créé un contexte. Et c'est ce contexte qui a favorisé cette, je dirais, cette emprise de l'exécutif sur le pouvoir de manière permanente. Et avec les coups d'État qu'on a connus, avec les changements de régime qui ont été menés de manière complètement opposée au désir de la population. Donc, on a imposé, avec le soutien de l'Occident, il faut le dire, les partis uniques. On a imposé des coups d'État, des interventions militaires. Tout cela se passait dans un cadre qui était finalement normal. D'accord? Et puis, quand les choses durent comme ça pendant des décennies, ça crée des habitudes. Et quand le processus de démocratisation a été enclenché, mais les gens qui sont au pouvoir depuis 10, 20, 30 ans, ils se demandent pourquoi ils ne resteraient pas 5 ans de plus, pourquoi pas 10 ans de plus, etc. Donc, le contexte général était favorable à manipuler la Constitution, par exemple, pour s'éterniser, à manipuler les élections pour s'éterniser. Et quand cela se faisait, ça se faisait également avec, je dirais, la compréhension ou la bienveillance de la CEDEAO. Ça se faisait avec la bienveillance de la CEDEAO. Donc, il y a un écosystème qui existait et chaque président pouvait se permettre de faire des choses qui ne se faisaient pas avant. Résultat des courses, aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans une cascade de coups d'État qui se produit partout parce que ça aussi, à l'époque, on disait que le pays colonisateur était d'une façon ou d'une autre impliqué dans l'organisation des coups d'État, mais aujourd'hui, eh bien, d'autres personnes prennent l'initiative et n'ont plus besoin nécessairement de l'aval de l'ancien pays colonisateur. Il y a des coups d'État qui se font contre les intérêts du pays colonisateur. Voilà. Donc, voilà, c'est un environnement qui est créé
et qui favorise cette attitude-là. Et malheureusement, c'est dommageable pour notre espace et ça fragilise notre espace, ça fragilise nos pays et nos États, devenant plus fragiles, sont susceptibles de manipulation de l'extérieur, surtout de l'influence de l'extérieur. Oui. D'accord ? Nous sommes plus fragiles, donc ceux qui sont à l'extérieur et qui sont plus puissants que nous en profitent pour manipuler nos États. Voilà. Alors, le texte de votre contribution, pour revenir à ça, à l'ouvrage a pour thème processus de démocratisation et émergence d'une société civile. Alors, c'est vous-même qui l'avez choisi ou bien ce sont ceux qui ont dirigé les travaux qui vous l'ont proposé? Non, c'est les Maryse et Roger qui ont organisé et qui m'ont proposé cette thématique et j'ai sauté dessus parce que ça m'a plu. Oui, vous devez bien, mais à présent, nous résumer un peu ce qu'il y a dans ce que vous avez dit, votre réflexion avec ce que nous suivons en ce moment. Ce que j'ai dit en 2 mots, mais moi je vous invite à lire le livre parce que il y a de très riches contributions là-dedans. J'invite les auditeurs à lire ce livre-là, très très riche. Le titre, encore une fois, Enraciner la démocratie en Afrique, parole d'intellectuels. Voilà. En gros, ce que je disais sur la société civile, c'est que d'abord, elle a existé, je le disais tout à l'heure, dans la clandestinité pour lutter pour les droits. Ensuite, elle a été légalisée avec l'avènement du processus démocratique. Mais elle a connu une évolution différente d'un pays à l'autre. Et je notais particulièrement le cas du Bénin, que je comparais à celui du Togo, parce que c'est notre voisin le plus proche, francophone aussi. Au Bénin, lors de la lutte pour la démocratie, le président Kérékou, à l'époque, qui était en grande difficulté avec les syndicats, en tout cas politiquement, avec la crise économique, eh bien, le président Kérékou s'est beaucoup appuyé sur la société civile pour conduire cette transition-là. C'est beaucoup appuyé politiquement sur la société civile. Alors que, au Togo, la société civile a été perçue par le régime comme un adversaire. Et cette perception de départ, eh bien, on la vit encore jusqu'aujourd'hui, où au Bénin, par exemple, il y a une floraison de sociétés civiles dynamiques, il y a même des cercles de réflexion, des think tanks au Bénin. Il n'y en a pas beaucoup au Togo, il n'y en a pas beaucoup au Togo. Au Togo, la société civile a été très vite stigmatisée par les pouvoirs publics et par la suite, les pouvoirs publics ont également créé leur propre société civile pour contrer l'action de ceux qui se battaient pour la démocratie, pour les droits, etc. Donc, oui, le pouvoir accuse souvent ces organisations de la société civile d'être des alliés ou des émanations des partis politiques. Oui, bon, en fait, c'est des partis politiques de l'opposition. C'est accuser son chien de rage quand on veut le tuer, parce que quand vous êtes une organisation de la société civile opérant dans le secteur des droits de l'homme, par exemple, c'est normal que vous défendiez des thèses, des positions qui se rapprochent de gens qui subissent la répression de l'État et donc qui défendent également leurs droits. Vous avez les mêmes thématiques et vous défendez les choses exactement de la même manière, conceptuellement parlant. La seule différence, c'est que d'un côté, c'est la société civile qui n'aspire pas à exercer un pouvoir, et de l'autre côté, vous avez des partis politiques qui sont supposés pouvoir exercer un pouvoir à un moment donné. Donc, mais ces différents profils ont un intérêt commun, c'est la défense des droits. Donc, quand l'État stigmatise les organisations de la société civile en disant qu'elles sont trop proches des partis politiques, c'est une vue de l'esprit. C'est simplement accuser son chien de rage pour mieux l'abattre. Oui, et alors, d'abord, je voudrais, pour continuer, que vous nous fassiez voir l'importance d'une société, des organisations de la société civile dans un pays. Quelle est leur importance pour les pays? En fait, c'est une notion qui est venue aussi, je dirais, de manière concrète dans notre espace il n'y a pas très très longtemps, parce que la conception du pouvoir a été faite de manière à être équilibrée. C'est pour ça qu'on parle de différents pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, le 4e pouvoir dont on parle, la presse, etc. Mais tout cela ne suffisait pas et il fallait avoir une participation un peu plus effective
je dirais, des citoyens, et ces citoyens sont organisés dans ce qu'on appelait les organisations de la société civile pour peser sur les politiques publiques, pour faire contrepoids sans intérêt, puisque ces organisations sont supposées ne défendre aucun intérêt partisan, donc pour le bien de tous. Et donc leur présence est complémentaire à tout ce que font déjà les différents pouvoirs qui existent et les différents acteurs qui existent. La société civile vient comme au nom des citoyens défendre ce que peut-être d'autres ne font pas, parce que tous ceux qui sont sur le terrain ont quelque part un intérêt partisan. La société civile n'a pas d'intérêt partisan. Donc le rôle de la société civile est déterminante et elle est complémentaire également à ce que font les pouvoirs publics. Et si nous étions dans un espace, je dirais, d'état de droit et de liberté, mais les pouvoirs publics devaient en principe s'appuyer considérablement sur la complémentarité des organisations de la société civile. Parce qu'il y a des choses que ces organisations peuvent faire que l'État ne peut pas faire. D'accord? Et dans le social, des choses comme ça. Malheureusement, dès que leurs activités, je parle de celles des organisations de la société civile, lorsque leurs activités touchent des secteurs de type droits de l'homme, démocratie, ou que les pouvoirs publics estiment que ça se rapproche de leur pouvoir, en ce moment-là, ils considèrent les organisations de la société civile comme des adversaires et les traitent comme tels. Et ça, c'est une grande méprise qui pénalise nos États, qui affaiblit nos États. Malheureusement, c'est ce que nous voyons un peu partout, et on poursuit les leaders des OSC, on les jette en prison, certains partent en exil, même au niveau de à la CNDH, on a vu des choses terribles dans notre pays. Oui, justement, tout à l'heure vous avez dit que les OSC n'ont pas d'intérêt partisan. Mais il est arrivé que dans ce pays, il y a eu des coalitions qui se sont constituées avec des OSC. Et en ce moment-là, est-ce que c'est pas normal que ces OSC-là subissent la foudre du pouvoir? Parce que considérés comme des alliés des partis de l'opposition. Mais justement, c'est le mélange des genres que les pouvoirs publics font délibérément pour mieux abattre les organisations de la société civile. Quand les gens se rassemblent autour d'une thématique, à un moment donné, parce que le pays est en péril. Mais quand le pays est en péril, tout le monde se met ensemble. Tout le monde se met ensemble. Quand l'état de droit est en péril, ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas les partis politiques, ça ne concerne pas les OSC, ça concerne tous les citoyens. Qu'ils soient organisés dans un parti politique ou dans une organisation de la société civile, tout le monde est concerné. Donc, à un moment donné, c'est légitime que toutes les forces vives se mettent ensemble pour combattre ce qui est, je dirais, un péril commun. Donc, les pouvoirs publics ne peuvent pas se prévaloir de cette situation pour combattre les organisations de la société civile comme des ennemis, ou même les partis politiques comme des ennemis. Rappelez-vous, M. Olympio, qu'à un moment donné, il y avait des coalitions qui réclamaient même le départ du chef de l'État. Alors, est-ce que c'est facile pour le pouvoir, dans ces conditions-là, d'accepter ces OSC-là et de faire comme si de rien n'était? Alors, c'est vrai qu'il y a les organisations et il y a les citoyens également. Parce que les gens sont avant tout des citoyens avant d'exercer ou de militer dans une organisation. Donc, à un moment donné, en tant que citoyens, ils peuvent également très bien exprimer leur volonté de voir un changement à la tête de l'État. Même si il s'agit d'une question politique, il s'agit avant tout de l'expression d'un citoyen. On ne peut pas le lui refuser. Oui. D'accord? Et l'État ne peut pas traiter ces citoyens qui aspirent à un changement, ne peut pas les traiter comme des ennemis. Malheureusement, c'est ce à quoi on assiste et c'est ça qui fragilise tous nos États. Alors, pour revenir à l'ouvrage Enraciner la démocratie en Afrique, alors vous avez certainement, je ne sais pas si vous avez encore un ou deux mois dit sur les OSC pour qu'on puisse passer... Non, je pense simplement que les OSC, particulièrement dans notre pays, ont un grand rôle à jouer et moi je les félicite pour le travail qu'ils font parce qu'au Togo rien ne se fait sans risque et malheureusement il faut persévérer surtout en ce moment avec le sujet du changement de constitution. Nous allons en parler certainement.
il faut que l'on encourage les OSC dans le travail qu'ils abattent depuis tant de décennies au Togo. Alors, vous avez certainement lu les tests des autres contributeurs à l'ouvrage Enraciner la démocratie en Afrique. Alors, lequel vous a le plus parlé ou, je ne sais pas comment dire, accroché ou impressionné? Les 10 autres contributeurs, les tests des autres. En fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'existence même du livre. Et je n'ai pas entendu ni Roger ni Maryse dire qu'ils ont sollicité quelqu'un qui a refusé d'apporter sa contribution. Peut-être que certains n'avaient pas le temps, etc. Mais tous ceux qui l'ont fait, moi je les ai rencontrés, pratiquement tous, ils étaient heureux de contribuer. Et d'ailleurs, c'était même pas que des Togolais, des gens sont venus du Bénin, du Sénégal. Donc c'est vraiment tout le monde, tous les intellectuels qui ont apporté leur contribution. Donc c'était pas focus uniquement sur le cas du Togo. Oh, oui, et donc c'est cette richesse-là qui m'a plu et qui donne toute la valeur à ce livre que je recommande vraiment, je recommande les gens de le lire. Voilà, vous avez donné une réponse de diplomate. Vous ne voulez pas dire que vous avez aimé un texte plus que l'autre. Voilà, c'est ça, c'est ce que je Non, parce que ce sont des textes qui ont tous de la valeur. Oui, moi j'ai vu par exemple le texte entre le rôle de l'Église catholique. Monseigneur Nicodème a fait un bon papier sur ça. J'ai vu un autre papier sur l'islam et la démocratie. Et il y a d'autres papiers qui... En fait, il n'y a pas un texte qui est moins de poids et de valeur qu'un autre. Et c'est l'ensemble qui fait la richesse. Voilà, je ne vais pas insister, monsieur Olympique, vous avez compris. Place maintenant à l'actualité. Alors, la première, sans transition, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale a été ouverte le 5 mars dernier. 21 projets et une proposition de loi ont été déposés sur le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale. Pardon. Alors, d'aucuns crient au scandale, car d'après eux, l'Assemblée nationale devrait ouvrir une nouvelle session. Alors, quel est votre avis sur la question? En fait, on a créé le désordre dans le pays alors qu'on n'en avait pas besoin. Tout le monde était tranquille. Ils s'acheminaient vers leur élection, qu'ils allaient gagner comme d'habitude, de toute façon haut les mains, et la majorité est assurée, puisque les places sont distribuées par l'exécutif. Donc on était dans cette ambiance depuis que l'élection a été repoussée et que le mandat de l'Assemblée nationale a été prorogé. On leur a donné un supplément de fonctions. D'ailleurs, tout a commencé par là. L'exécutif ne s'est même pas donné la peine de nous donner une seule raison qui justifie pourquoi ils ne mettent pas en place les dispositions pour l'élection au plus tard le 30 novembre. Ils n'ont donné aucune explication. Ça déjà, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Parce que c'est la Constitution qui exige que le mandat des députés prenne fin à la fin de l'année 2023, au 31 décembre si je ne m'abuse. 31 décembre, oui. Mais la Constitution dit également que, en cas de force majeure, ou lorsque l'organisation des élections devient impossible pour différentes raisons, eh bien, on peut activer ce fameux article 52 qui permet de maintenir les députés en place. Mais sauf que, vous qui êtes assis ici, et moi qui suis en face de vous, et tous les auditeurs qui nous écoutent, personne ne sait pourquoi. Personne ne sait pourquoi on a décidé de ne pas faire les élections. Bien sûr, les rumeurs, comme d'habitude, au Togo, c'est comme ça que ça fonctionne, disent qu'ils n'ont pas d'argent, il fallait chercher, etc. Mais on n'en sait rien. En tout cas, ils n'ont pas daigné donner une réponse, une raison au peuple togolais. Et ça, déjà, c'est une faute considérable. Maintenant, vous avez fait cela. Vous l'avez imposé au peuple. Deuxième chose, vous avez tout seul, dans votre coin, sans aucune concertation, décidé de la date de l'élection au 20 avril. Vous n'avez consulté personne parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez de ce pays, de la Constitution, et c'est comme ça que ça fonctionne, mais malheureusement. La date, c'est une prérogative du gouvernement. Oui, d'accord, mais quand on sort des dispositions, je dirais, constitutionnelles, le bon sens voudrait qu'on donne la considération qu'il faut à tous les acteurs pour que les choses se fassent de manière consensuelle et qu'on ne crée pas une crispation.
au sein de la société. Alors, M. Olympio, le principal sujet de débat en ce moment au sein de l'opinion et notamment au sein de la classe politique est la proposition de loi portant révision ou changement de la Constitution. Alors, que pensez-vous de cette démarche de ceux qui en sont à l'origine? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure reste valable, c'est que quand on n'est pas en fonction de manière, je dirais, effective et qu'on n'est pas dans un schéma de supplément de fonctions, oui, l'Assemblée nationale a la prérogative de travailler sur un changement de constitution. D'accord? Mais là, les contextes, les conditions dans lesquelles ça se fait, ça crée la suspicion. Parce que c'est fait par des gens dont le mandat n'est plus ce qu'il était dans le cadre de la Constitution, vraiment. Et on le fait à la veille pratiquement d'une élection majeure, deux élections même, législatives et régionales, de manière précipitée. Et surtout, à l'heure où je parle, moi qui suis un acteur politique, et vous qui êtes aussi un citoyen comme moi, je ne sais même pas quel est le contenu de cette constitution qu'ils sont en train de traiter à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de débat au sein de la société. On ne nous a même pas dit, voici ce que nous avons l'intention de faire, même si nous ne connaissons pas le détail des articles. On ne nous a rien dit. Je n'ai vu aucun membre du gouvernement, aucun des porteurs du projet expliquer à la population ce qu'ils ont l'intention de faire. Tout est traité en catimini. Et je pèse mes mots, je dis en catimini. Parce que on ne sait pas ce qu'il y a dans ces documents. Autre chose, moi j'observe les gens qui passent dans les studios des professeurs, des grands professeurs, des intellectuels, qui viennent parler pratiquement au nom du gouvernement, qui viennent expliquer le bien fondé de ce qui se fait. Mais je ne comprends pas que ce soit ces gens qu'on envoie. Pourquoi les porteurs du projet ne sortent pas pour venir expliquer à la population? De quoi ont-ils peur? Peut-être parce qu'ils savent que ce qu'ils font, ils le font de manière en dehors des règles. Pourquoi ce sont des intellectuels qui vont chercher pour venir défendre ce que eux, politiques, ils ont initié? Alors que ce sont eux qui vont aujourd'hui faire campagne pour être élus encore députés, mais ne sont même pas capables de venir expliquer ce qu'ils sont en train de faire à l'Assemblée. Moi, ça me rappelle ce qui se passait au XVIIIe siècle, quand on prenait de grands savants pour montrer que la supériorité des races, la hiérarchie des races, il y avait des savants qui expliquaient, justifiaient qu'il y avait des races qui étaient au-dessus des autres. Mais c'est exactement ce que je suis en train de voir avec les intellectuels qui circulent dans les studios pour expliquer aux Togolais que ce qui se fait, c'est bien. Ils défendent le régime, ils défendent la position du régime, mais j'ai pas vu les gens, les politiques, les porteurs du projet, l'exécutif, les ministres, ils sont où? Pourquoi se cachent-ils? De quoi ont-ils peur? Dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, enfin, c'est sur les réseaux sociaux que moi j'ai vu ça, je ne sais pas si c'est officiel, il est dit que la loi fondamentale n'exprime pas son mérite dans l'inamovibilité. Et aux initiateurs de la proposition de loi d'ajouter que la loi fondamentale doit s'adapter aux évolutions du contexte sociopolitique, économique et technologique dans lequel notre société se trouve. Fin de citation. En d'autres termes, une loi fondamentale n'est jamais gravée dans le marbre. Imparable, non? Bon, c'est des gros mots qu'on explique. Hein. Moi, je ne suis pas là pour parler ce gros français. Et il faut que chaque Togolais comprenne ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Depuis 1990, en tout cas, les Togolais ont le droit d'aller à une élection et de choisir le président de la République. Aujourd'hui, avec ce qu'ils sont en train de faire à l'Assemblée nationale, on enlève ce droit aux Togolais. Les Togolais n'auront plus le droit de choisir le président de la République. Ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de voir parce qu'ils nous parlent de régime parlementaire. C'est-à-dire les Togolais ne vont plus choisir le président de la République. Et ils disent que c'est pas... Oui, c'est pas qu'ils disent... Le Togo ne sera pas le seul pays dans ce cas. Mais pourquoi ils le cachent aux Togolais? Pourquoi ils le font dans la nuit? Pourquoi ils le font entre eux là-bas comme si c'était leur affaire, comme si ça ne concernait pas les Togolais? Pourquoi ils ne sortent pas? Pourquoi ils n'ont pas le courage de sortir pour venir le dire aux Togolais? Dans tous les pays du monde, quand on veut changer la Constitution, je dis changer la Constitution parce que ce à quoi on assiste, ce n'est pas une révision constitutionnelle. Nous sommes en train de changer de république. Ils n'osent pas le dire parce qu'ils ne veulent pas faire de référendum. C'est pour ça qu'ils ne le disent pas. Ils nous parlent de révision, mais ce n'est pas une révision.
c'est un changement de république, c'est un changement de constitution. Même si, dans la constitution, il n'est pas clairement dit que pour changer de république, il faut nécessairement un référendum, mais le parallélisme des formes, c'est quoi? En 1992, quand il s'agissait de changer de constitution, on a fait un référendum. Ben, pourquoi on ne ferait pas la même chose cette fois-ci? D'accord? Au lieu d'aller le faire entre amis, entre initiés, en tenant sérieusement la population, le peuple togolais, en dehors de tout ça, comme si ça ne le concernait pas, ou comme si les Togolais étaient incapables de comprendre. Les initiateurs de ce projet disent que ce qu'ils font, ils veulent renforcer le fondement de la démocratie, assurer une protection des droits et libertés des citoyens et rendre nos institutions plus efficaces et plus représentatives. En d'autres termes, Togolais, restez tranquilles chez vous, nous réfléchissons pour vous. Voilà ce que ça veut dire. Mais je pense que c'est la décence qui impose que l'on dise à quelqu'un pour qui on veut faire quelque chose, ce que l'on veut faire pour cette personne et que la personne donne son avis. Vous n'allez pas décider ça entre vous et puis un jour venir dire aux gens, voici ce que nous avons décidé pour vous. Vous n'avez plus qu'à vous soumettre à cela ou si vous ne vous soumettez pas, bon, on ne sait pas ce qui va vous arriver. Mais on ne peut pas fonctionner dans un état comme ça. Moi, je suis sûr. Moi, je suis certain, je suis persuadé dans mon fort intérieur que même à l'intérieur du parti au pouvoir, il y a des gens qui ne peuvent pas accepter ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, toutes les versions de ce texte constitution que nous voyons sur les réseaux sociaux, mais ça vient de chez eux. Ce n'est pas nous qui l'avons produit. Ça vient de chez eux. Donc, c'est bien quelqu'un qui a mis ça à disposition pour que ça circule. Ça veut dire qu'il y a nécessairement... Parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas contents de ce qui est en train de se passer. Même s'ils sont dans le parti au pouvoir, eh bien, il y a des choses que leur conscience n'arrive plus à supporter. Je pense que tous ces gens-là, ensemble, nous devons nous dresser contre ce projet. C'est pour ça que moi, j'appelle tous les partis. J'appelle l'ANC, j'appelle le CAR, j'appelle le PSR, le MCD, j'appelle ADI, CDPA, le FDR, le MPDD, j'appelle le NI également, le Togo autrement, Santé du Peuple, UDS Togo, DSA, PNP, PPI et même CPP, le NET, UFC, PDP et Bâtir. J'appelle même les militants de l'UNIR pour que tous ceux qui ne sont pas d'accord sur ce changement constitutionnel qui se fait, mais mettons-nous ensemble pour dire ça suffit comme ça. Oui, tout à l'heure vous avez cité un certain nombre de partis politiques dont l'UFC qui a signé un accord comment ils appellent, un accord avec le parti au pouvoir, mais l'UFC qui a sorti un communiqué la dernière fois appelant ses députés à ne pas voter donc le rapport sur donc le travail qui est fait à la commission des lois. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Mais parce que c'est la réaction de citoyens. On n'est plus dans la politique simplement là. On est dans le texte qui va régir notre vie quotidienne pendant peut-être des décennies. Et la constitution qu'on veut changer, elle a été votée en 92, ça fait une trentaine d'années déjà, plus de 30 ans, 32 ans. Ben, ce qui va être voté aujourd'hui, ça va diriger, ça va régir la vie des Togolais peut-être pendant 30 ans encore. Donc, les gens ne sont plus dans la politique politicienne à court terme. Les gens voient loin et c'est pour ça que justement, j'appelle tous ceux qui sont opposés, tous ceux qui ne souhaitent pas que les choses se déroulent comme c'est en train de se passer, eh bien, tous ces gens-là, il faut qu'à un moment donné, ils donnent de la voix, ils disent non, ça suffit comme ça. Et c'est là où nos intellectuels aussi doivent s'exprimer. Parce que eux, ils envoient des professeurs dans les studios radio pour parler, pour défendre le projet, mais nos intellectuels, et je salue ici le professeur Oulou qui s'est exprimé sur la question, mais les intellectuels, les universitaires doivent prendre position. Ils doivent sortir des lettres ouvertes non signées qui circulent et prendre ouvertement position pour dire non, ça suffit comme ça, on ne peut pas laisser le pays dans une situation qui se dégrade et qui oppose un pan de la société à d'autres pans de la société. On ne peut pas vivre en paix dans cette situation-là. Alors, ce projet de révision ou de changement de la Constitution a soulevé une levée de bouclier au sein des partis politiques de l'opposition extra-parlementaire et des OSC. Je vous invite à écouter quelques-uns d'entre eux. Nous allons écouter Maître Apevon, donc Maître Apevon de FDR, Missiak Betor de MPDD, Abia des démocrates et Oulou du PSR. Sur
qui se donnent le droit, s'octroient le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont pas qualité à le faire. Quelles que soient les démonstrations qu'ils nous feront, ils n'ont aucune qualité à le faire. En réalité, une réforme constitutionnelle qui engage l'avenir de tout un peuple. Mais si c'est le peuple qui est alerté, qui est informé, qui a une proposition qui fera un meilleur sort pour lui demain. Alors ce test-là doit être connu. On doit mettre le test en circulation, les compartiments de ce test-là. Ils ont fait un truc en catimini. Ce n'est pas une réforme constitutionnelle qu'ils sont en train de faire. C'est une réécriture totale de la loi. Les gens là, ils n'ont pas de légitimité pour faire ce qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas se lever un bon matin et un groupuscule d'individus vont se lever pour dire c'est eux qui proposent la modification d'une loi constitutionnelle, la réécriture d'une loi constitutionnelle. Ce débat-là doit être d'abord un débat national. Si réellement on avait une cour constitutionnelle régulière à l'image de toutes les cours constitutionnelles ou des conseils constitutionnels dans d'autres pays, on aurait pu saisir la cour constitutionnelle pour dire mais ce qu'ils sont en train de faire là, mais ce n'est pas juste. Ils ne peuvent pas le faire dans ces conditions. Nous sommes dans une réelle déchéance au Togo. Nous avons appris que cette assemblée qui est illégale veut faire une révision de la constitution en transformant notre pays, le Togo, de la république à la monarchie. Et c'est ce qui a interpellé la DMK et les militants de la DMK, les militants, les combattants de la liberté pour faire cette sortie. Déjà, le Togo vit dans une situation tendue sur le plan politique depuis l'élection présidentielle de 2020. La tension est toujours là. Il ne faut pas plonger encore cette tension en voulant tenter une modification constitutionnelle. Le Togo n'acceptera pas. Les militants, les sympathisants, les compatriotes dans la diaspora un peu partout n'accepteront jamais. Et même au camp de UNI, que ce soit dans tous les partis politiques, ça interpelle tout le monde. Ceux qui veulent aller aux élections et ceux qui ne veulent pas aller aux élections, c'est le moment que nous soyons ensemble pour pouvoir mener cette lutte et faire du Togo cette république que nous avons connue. Ces députés, depuis le 31 décembre 2023, sont dans un vide constitutionnel. Donc, toute loi qui modifierait actuellement la constitution togolaise est nulle et non avenue. Ce qui se passe au Togo, allant dans ce sens, n'existe dans aucune démocratie nulle part au monde. Au final, le parti politique Les Démocrates invite le peuple à la résistance souverainiste en disant halte au remplacement de notre constitution. D'abord, sur le plan de sa constitutionnalité, il s'agit de se demander si l'Assemblée actuelle, dont le mandat a pris fin, peut encore modifier notre constitution sans la violer. La réponse à cette question est certaine. L'Assemblée actuelle n'a plus le pouvoir de modifier la constitution togolaise. Certes, l'article 52, dernier alinéa dispose les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant par fin de mandat ou dissolution restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Il s'agit pour le constituant togolais de permettre, alors que le mandat des députés a pris fin, de répondre aux situations d'urgence pour que l'État puisse faire face aux situations d'urgence alors que le mandat des députés a pris fin, ou encore lorsque l'État est dans l'impossibilité d'organiser les élections alors que le mandat a pris fin. La situation actuelle dans laquelle la constitution togolaise est en train d'être modifiée ne correspond ni à une situation d'impossibilité ni à une situation d'urgence. L'article 52 n'a pas pour finalité d'autoriser une prorogation artificielle du mandat des députés. Il existe une différence entre l'exercice d'un mandat et rester en fonction alors que le mandat a pris fin. Il en résulte que normalement, cette assemblée dont le mandat a pris fin ne devrait même pas pouvoir être convoquée pour une session ordinaire. Alors, ce sont là des positions sans doute qui vous confortent. Je ne sais pas si vous avez encore un commentaire à faire par rapport à ce que vous venez d'entendre. Non, moi j'ai appelé tous ceux qui veulent que les choses se passent dans les règles et normalement. Je ne peux pas les citer tous. J'ajoute les démocrates que je n'ai pas cités tout à l'heure d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que nous ne sommes pas là dans une politique politicienne. Nous sommes en face d'un sujet fondamental qui concerne la vie de tous les Togolais pour les 10, 20 ou 30 prochaines années. Donc, ce qui se passe aujourd'hui concerne tout le monde. Et moi, je suis heureux de voir que les gens qui s'expriment ne sont pas nécessairement des gens qui partagent les mêmes opinions politiques. Ce ne sont pas des gens qui appartiennent au même parti politique, mais ce sont des gens qui ont la même préoccupation. Laquelle? On veut changer la Constitution. On fait ce changement d'une manière qui ne convient pas.
parce que les Togolais ne sont pas associés. On le fait dans des conditions que personne ne comprend, qui sont des conditions injustifiables. Tout ça, eh bien, c'est une source de préoccupation pour les Togolais. C'est pour ça que les Togolais sont quasiment unanimes. En tout cas, tous ceux qui s'expriment là sont unanimes sur la nécessité de faire barrage à ce projet. Et c'est ce que nous devons faire, vraiment, sans division, en ayant un seul mot d'ordre, c'est que cette constitution-là ne doit pas être imposée de cette façon au peuple togolais. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont toujours défendu le régime parlementaire. Mais aujourd'hui, bien que ce soit le régime parlementaire qui est proposé par la proposition de loi constitutionnelle, eh bien, les gens qui prenaient le régime parlementaire, ils s'opposent à ce projet-là. Ils s'opposent à cette proposition de loi parce que la manière dont c'est fait, le contenu que nous sommes en train de découvrir sur les réseaux sociaux, mais ça ne correspond pas à l'attente des Togolais. On ne peut pas dire aux Togolais simplement c'est pour votre bonheur et on fait tout, nous savons ce que nous faisons, nous réfléchissons pour vous, taisez-vous, demain vous serez heureux. Non, les Togolais ne sont pas des moutons, donc les Togolais réfléchissent et aujourd'hui les Togolais se disent non, ça ne peut pas être comme ça. Alors M. Olympio, vous dites que les choses se font dans des conditions que personne ne comprend. Eh bien, il y a des Togolais qui comprennent, et certains Togolais, non des moindres, trouvent que les députés, malgré l'expiration de leur mandat depuis le 31 décembre, ont la légitimité pour procéder à une modification de la Constitution et que l'État ne peut pas s'arrêter de fonctionner. Je vous prie d'écouter le professeur Kosivi Hunake et Innocent Kagwara. En droit constitutionnel, quand le chef de l'État ou le Premier ministre démissionne, en droit constitutionnel, quand le chef de l'État demande au Premier ministre de démissionner ou le Premier ministre démissionne, il va remettre sa démission au chef de l'État. Et le chef de l'État peut dire « Je reçois votre démission, mais je vous renvoie à la gestion des affaires courantes. » L'État ne peut pas s'arrêter de fonctionner. C'est un principe de continuité de l'État. Et donc, comme l'État ne peut pas s'arrêter de fonctionner, celui qui est là doit exercer les affaires courantes jusqu'à ce que le successeur soit désigné. L'Assemblée nationale actuelle, est-ce que l'Assemblée nationale est désinvestie? Est-ce que l'Assemblée nationale est démissionnaire? Non, ne confondons pas les choses. Et si je veux extrapoler, vous prenez le Niger, le Mali, le Burkina Faso, les coups d'État qui ont eu lieu récemment, ce sont toujours des coups d'État qui portent sur le chef de l'État. Alors, il me semble que cette idée de modification, on veut démystifier la fonction du chef de l'État, faisant en sorte que le chef de l'État ne soit plus élu directement par le peuple, mais élu de façon indirecte, c'est-à-dire le Parlement réuni en sa session extraordinaire. Et ça, là, ce mécanisme, ce n'est pas le Togo qui l'inaugure. Le chef d'État sud-africain, il est élu par le Parlement. Il est remplacé par le Parlement sud-africain. Depuis les années 90, ceux qui ont hérité des constitutions copie-collées, chacun a essayé de faire une constitution qui ressemble. Dernièrement, c'était au Bénin, c'était d'autres pays qui voulaient changer leur constitution en Tunisie. Il faut une constitution qui nous ressemble et qu'on mette le pays à l'abri des crises politiques, en réalité. C'est ça. Maintenant, je ne vois pas pourquoi tout le monde ne parle que de compteur à zéro. Ce n'est même pas de ça qu'il s'agit. Quand nous on allait à l'école, est-ce que par exemple la calculatrice était autorisée? Non. Le lycée, non. Mais maintenant, à l'école primaire, ils ont la calculatrice. Maintenant, on nous parle d'intelligence artificielle. C'est pour vous dire que tout a évolué. Donc, il faut qu'on adapte la constitution par rapport à nos us, coutumes, par rapport à notre réalité et qu'on puisse corriger l'état que nous avons vu dans la constitution de 92. Même si elle a été révisée, tout le monde est d'accord qu'il y a quand même des insuffisances. Pourquoi maintenant? J'ai toujours dit qu'il faut qu'on puisse se départir de ces systèmes partisans qui ne nous ressemblent pas et qu'on aille à un régime qui s'adapte le mieux où véritablement le Parlement est au cœur de la politique, où les décisions, où le contrôle est accentué. C'est de ça qu'il s'agit. Et toute initiative allant dans ce sens, nous allons le soutenir. Et c'est un travail de benchmarking pour aller voir les meilleures pratiques de la sous-région. Quel est l'avantage de ce système? Quel est l'inconvénient de ce système? Nous, qui soutenons le panafricanisme, de se départir pesanteur. Les constitutions font partie des pesanteurs qui ne nous permettent pas de nous émanciper. C'est pour ça que nous faisons partie de ce groupe-là. Nous voulons qu'on revoie les choses. Peu importe ce que ça va donner, mais ce que nous avons à l'idée, c'est quelque chose qui nous ressemble, quelque chose de novateur, quelque chose qui nous met à l'abri des coups d'État et quelque chose qui oblige les gens à discuter. Voilà, vous avez écouté successivement monsieur le professeur Kosivi Hunake. Il est professeur agrégé de droit, enseignant dans l'Université du Togo, et Innocent Kagwara, député et président du parti PDP. Votre réaction à ces... Oui, je pense que il ne faut pas chercher à enfermer les Togolais dans des discours juridiques, des considérations qui sont un peu, je dirais, fumeuses. Vous savez, le régime parlementaire, ça n'existait pas en Afrique.
Donc, il ne faut pas qu'on vienne nous dire que c'est plus conforme à nos réalités. La démocratie telle que nous la pratiquons aujourd'hui, c'est en tout cas dans sa forme que nous connaissons aujourd'hui, on ne peut pas dire non plus que bon, c'est quelque chose qui vient tel quel de notre manière de fonctionner. Donc, ça n'est pas ça les arguments qu'il faut avancer. Je pense que tout le monde aspire à un mieux-être, à un bien-être, à un respect de sa personne, à une considération à sa pensée et simplement au respect de ses droits fondamentaux. Ce qui est dit ici, c'est que la manière dont les choses sont faites et le fait qu'on exclut les Togolais de ce débat, ça, c'est fondamental. Deuxième chose, nous avons eu dans ce pays un débat qui a cristallisé l'opinion nationale sur le nombre de mandats que le chef de l'État fait. Donc, il ne faut pas qu'on vienne s'amuser avec les Togolais en disant que ce sujet-là n'est pas d'actualité aujourd'hui. Il est aussi d'actualité. Parce que, justement, on voit que ce qui est en train de se faire va donner encore 14 ans supplémentaires si on s'en tient à ce que nous voyons passer et si tant est que c'est ça la réalité, ou 10 ans supplémentaires, je ne sais pas ce qu'ils vont retenir. En tout cas, ça donne encore 2 mandats supplémentaires au chef de l'État actuel. Donc, il ne faut pas que les gens cherchent à nous embrouiller. Et la question, c'est pourquoi toute cette agitation, dans cette précipitation, dans cette opacité et tout ça fait que ça devient suspicieux. Le député Innocent Kagwara dit il faut une constitution qui nous rassemble et qui s'appuie sur nos us et coutumes. Oui, mais pour que quelque chose nous rassemble, il faut qu'on en débatte ensemble. Il faut que ça nous rassemble. Aujourd'hui, ce qu'ils font, ça nous divise. La preuve, nous sommes en train de nous tirailler. Ça nous divise. Si la meilleure intention, c'est de mettre les Togolais ensemble, eh bien, ils ne s'y prendraient pas de manière beaucoup plus perfide, hein? D'accord. Alors, dans un post publié sur votre page Facebook, vous affirmez que, citation, Faure Gnassingbé manipule encore la loi fondamentale pour garantir sa présence à vie après 20 ans de pouvoir absolu. Alors, mais vous savez que la modification en question n'est pas un projet de loi, donc l'initiative ne vient pas du gouvernement, mais des députés. Et pourquoi parler donc, pourquoi cette réflexion-là? Écoutez, moi, je suis toujours dans la dynamique de considérer que les députés qui sont à l'Assemblée nationale le sont par le bon vouloir de l'exécutif. Parce que les élections étant ce qu'elles sont dans notre pays, eh bien, les gens sont pour moi désignés. Donc, ils sont redevables d'une certaine façon au chef de l'État. Et moi, je n'ai jamais vu, par exemple, un budget introduit par le gouvernement qui a été retoqué par l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais vu ça. Donc, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, les décisions qui sont prises par l'Assemblée nationale vont toujours dans le sens de ce que souhaite l'exécutif. Donc, on peut habiller les choses en disant que c'est une proposition de loi, mais si on avait un défenseur des intérêts du peuple togolais, eh bien le chef de l'État aurait dit ce truc-là, moi ma majorité ne va pas suivre. Sauf que c'est sa majorité qui l'introduit, d'accord? Et il est l'un. On a aucune preuve de sa majorité qui l'introduit. À qui bénéficie? Il faut un cinquième. Il faut un cinquième de l'Assemblée pour introduire une proposition de révision de la Constitution ou de changement de Constitution. Donc, ça ne peut pas se faire sans leurs députés. Bien. Nous allons observer une pause et on revient tout à l'heure pour la suite de cet entretien. Laisse-moi. Et non, vieux, la beauté assurée par mes fiancés d'Arena Miwao. Mais que c'est? Te gogo mine miatim du rambiaber bazoro. No vino le siamiare, ne va do gare mo danatia mi fan. Adatia mi kwati vigo. Ao. La beauté assurée spécialité ou magique de. No vino aussi dans la beauté assuré ba miare agbazo maglik bidio mbete gogomi la agbazo leaya o lejibini o café o le mene koni dazona ya la beauté assurée bi spécialité afovita o yibo alo vita cha o yibo no wa mbede la beauté assurée la na kokonyini la gero tepi wano mpumele koso do fipa wa agbazi alia yo mbatele dodo komo o chaka pegere dum kentia o leji agbazo mbale powa te gogo la beauté assurée. Je suis libre. La beauté assurée bi fiosiade mi le kege mi didire kege be catholique. Nous sommes le Megbana. You auto kegiba football popé antiquois. Ou la station de Soumaya le miodi dokon awami. Zon lobo kwevo la pharmacie de Kege. Mbe de pharmacie de Kege a dodusi o me parle no vie catholique a kwele kono no le bois. O la yomi de 90 04 0912 99 15 0853. Kudo la beauté assurée are. Nyabak bazoa. O la do kokonyenye. Mengetinga peketi namse mansu ajarake farda. Mewechine ya pe ya goyo manyelenzo nam goyo menge efebida efebu weisisi enyanto yo manizin efebrende sisi te onetama kabanga zibere unikeche yo efebrende